Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va pas mal. Et bienvenue dans Le français, c'est facile avec Adrien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mars 2025. Et le 8 mars, tous les ans, c'est la journée internationale du droit des femmes. Alors, déjà, le concept de journée internationale. Je crois que chaque jour, maintenant, il y a une journée internationale pour telle ou telle chose. Il y a la journée internationale donc du droit des femmes aujourd'hui. On a la journée internationale pour la paix. On a la journée internationale pour, je sais pas, de chimie, j'imagine, de la cuisine, etc., etc. J'ai l'impression que il y a tellement de choses à défendre qu'il y a une journée internationale chaque jour. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est une journée pour des droits qui sont primordiaux, qui sont cruciaux, qui sont très importants. Le droit des femmes, alors, moi je vais vous parler du droit des femmes en France, parce que c'est ce que je connais et c'est ce que je vois, mais je ne peux pas vous parler du droit des femmes dans les autres pays, car évidemment, le droit des femmes est différent dans chaque pays. Alors, je vais vous discuter un peu de ça avec vous. Je vais vous donner quelques dates et je vais essayer de vous expliquer simplement. Avant 1907, donc au début du XXe siècle, avant cette date-là, les femmes devaient demander à leur mari afin de pouvoir dépenser leur salaire. Donc les femmes avaient le droit de travailler, mais elles devaient avoir l'accord de leur mari pour dépenser leur salaire. Pas de blague là-dessus, j'allais en faire une, mais pas de blague. Donc on voit que c'est il y a tout juste 118 ans, un peu plus de 100 ans, c'est pas si vieux que ça. Donc vraiment, c'est incroyable de penser ça. Ensuite, comme date importante, vous avez 1944. 1944. Ça, en France, c'est l'année où les femmes ont eu le droit de vote. Voter, c'est pouvoir participer à la vie du pays. C'est choisir un candidat que vous voulez voir élu. Le droit de vote, c'est ça. Donc avant 1944, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ensuite, comme date importante, vous avez 1965. 1965. Je vous donne les dates à chaque fois 2 fois afin que vous puissiez bien voir la date dans votre tête et que vous puissiez comprendre les nombres en français évidemment. Donc là c'est 1965. 1, 9, 6, 5. 1965, c'est l'année où les femmes peuvent travailler où elles veulent sans demander l'accord de leur mari. Donc en fait, avant 1965, les femmes qui étaient mariées ne pouvaient pas travailler sans l'accord de leur mari. Elles étaient obligées de demander l'accord du mari afin de pouvoir aller travailler. Et ça, c'était donc il y a 60 ans. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'était le bon temps. Non, je rigole. Voilà. J'ai fait ma blague, ça y est, c'est bon. Ensuite, 1975. 1975. 1975. C'est en France la date d'autorisation légale de l'IVG. Alors, l'IVG, ce sont des capitales. Ce sont des lettres majuscules qui, chacune, donc chaque lettre, veut dire quelque chose. IVG. I, c'est pour interruption. V,
c'est pour volontaire, et G, c'est pour grossesse. Interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire que à partir de 1975 en France, les femmes ont eu le droit de mettre un terme à leur grossesse par un avortement pour éviter d'avoir une grossesse qui n'était pas voulue. Donc si une femme tombe enceinte en France depuis 1975 et qu'elle ne veut pas garder l'enfant, elle peut aller à l'hôpital afin de pouvoir faire pratiquer une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Ça existait déjà avant 1975, mais évidemment c'était très dangereux parce que ce n'était pas fait dans des hôpitaux et donc l'intervention était très risquée. Il y avait un risque d'infection, un risque de saignement, bref, il y avait beaucoup de risques pour la femme de faire ça en dehors de l'hôpital. Ça, c'était 1975. J'avais d'ailleurs vu un documentaire là-dessus, ou un film récemment, mais je ne me souviens plus du nom, donc ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, c'était intéressant. Ensuite, comme date, vous avez les années 2000, la loi en 2000. 2000, donc 2000. En 2000, il y a une loi qui a été votée en France sur la parité. Alors, la parité, ça veut dire que les hommes et les femmes doivent être du même nombre dans les institutions françaises, au niveau des fonctionnaires français, au niveau de l'État, au niveau des décideurs. Il y a une loi qui dit qu'il doit y avoir le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes pour décider. Je crois que c'est toujours pas respecté aujourd'hui. J'ai l'impression de voir plus d'hommes que de femmes à l'Assemblée nationale. Bon, c'est peut-être une impression, mais j'ai pas l'impression que ce soit respecté beaucoup. Donc ça, c'est encore à travailler pour la France. Et en 2024, donc l'année dernière, vous avez eu l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. La Constitution, c'est... comment vous dire ? C'est Comment je vais vous expliquer ça simplement ? C'est ce qui gère toutes les lois de l'État français. Ce sont des lois, ce sont des directives qui sont inscrites donc dans la Constitution et qui donnent un cap, qui donnent une direction, qui donnent des règles à la France. Donc à partir du moment où le droit à l'IVG est inscrit dans la Constitution, ça apporte encore plus de poids pour cette loi. Ça permet, évidemment, on peut modifier la Constitution, mais d'avoir fait ça, ça permet aux femmes d'être quasiment garanties de ce droit, contrairement à beaucoup de pays, dont les États-Unis, où il y a des États où l'IVG est encore interdit. Bref, c'était une longue introduction. On voit bien au fil du XXe siècle, en 120 ans, 118 ans, comment les lois ont évolué dans le bon sens pour les femmes. Et ça, c'est important de le souligner, même s'il y a encore beaucoup de féminicides en France. Féminicide, c'est un mari ou un conjoint qui va tuer sa femme pour une quelconque raison. C'est devenu un peu politique et un peu glauque mon podcast. Oh l'ambiance de merde. Bref, on va parler d'autre chose parce que là, c'est un peu chaud. Je voulais vous parler d'une astuce de français, mais que je vais garder pour demain, je pense, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, et sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, nouvelle expression à étudier, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous en parlerai une autre fois.
Mais l'expression du jour, on y arrive, c'est mettre un coup d'épée dans l'eau. Mettre un coup d'épée dans l'eau. Comme d'habitude, analyse mot par mot de l'expression. Donc le verbe mettre, on en a parlé dans 2 podcasts différents. Dans le podcast numéro 25, qui s'appelait « Mettre l'église au milieu du village ». Donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et mettre quoi? Mettre les pieds dans le plat, c'était le podcast numéro 51. Donc je vous invite aussi à l'écouter. Dans le podcast 25, on avait conjugué mettre au présent, à l'imparfait et au passé composé. Donc je vais vous le conjuguer au présent et au futur. Au présent, le verbe mettre, ça donne je mets, tu mets, avec un S, il met, nous mettons, vous mettez, et ils mettent, E-N-T à la fin. Au futur, ça fait je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez et ils mettront. À la deuxième personne, à la personne tu, il y a toujours un S aux conjugaisons. Et là, au futur, la troisième personne du pluriel, donc ils, I-L-S, ils mettront, ça s'écrit O-N-T à la fin. Donc mettre, maintenant qu'on a vu la conjugaison, c'est poser ou placer quelque chose dans un lieu précis. Ça, c'est le sens le plus commun. Par exemple, si vous emménagez un appartement, vous pouvez dire « je mets le lit dans la chambre ». Vous mettez le canapé dans le salon. Vous mettez la table dans la salle à manger ou dans la cuisine. Là, à chaque fois, j'ai utilisé le verbe mettre. Mais bien sûr, pour le verbe mettre, il y a d'autres emplois. On peut utiliser le verbe mettre pour parler de vêtements. Quand vous voulez vous habiller, vous pouvez dire « je mets un pantalon »,« je mets des chaussettes »,« je mets un pull » ou « je mets un chapeau ». Peu importe le vêtement, vous pouvez utiliser le verbe mettre. Je mets, à chaque fois, ça s'écrit M-E-T-S. Attention, là, il y a un S. Et donc, d'autres sens de mettre. Ici, dans l'expression, on voit que le verbe mettre donc, est à l'infinitif, bien sûr, et ça signifie ici placer ou donner, parce que après il y a un coup. En fait, on ne peut pas vraiment séparer mettre de un coup. La locution verbale, le verbe en entier, c'est mettre un coup. Ça veut dire donner un coup, porter un coup ou mettre un coup. On peut dire les 3 verbes. Et un coup, c'est le fait de frapper quelqu'un. On peut dire que je donne un coup de pied. Ça veut dire que vous frappez quelqu'un avec votre pied. Je mets un coup de poing à quelqu'un. Ça veut dire que je frappe quelqu'un avec mon poing. Mon poing, c'est ma main qui est avec les doigts pliés, comme les boxeurs. Vous voyez les boxeurs, ou tous ceux qui pratiquent d'autres arts martiaux, ils utilisent en général les poings. Donc la main refermée, la main avec les doigts pliés et serrés. Mais ici, c'est pas un coup de main, un coup de poing qu'on donne. C'est un coup d'épée. Une épée, ça s'écrit E-P-E-E, c'est l'arme qu'on porte à la ceinture. Enfin, pas aujourd'hui, mais
que les chevaliers portaient au Moyen Âge à la ceinture, ou dans les temps anciens. L'épée, c'est une lame en acier qui sert à couper. Généralement, on coupe plutôt des humains, mais bon, bref. Aujourd'hui, il y a encore des compétitions sportives avec des armes comme des épées, ça s'appelle l'escrime. L'escrime, on a eu une compétition l'année dernière pendant les Jeux Olympiques. Un message, désolé. Pendant les Jeux Olympiques, et il y a plusieurs catégories. Il y a l'épée, il y a le fleuret, il y a aussi le sabre. Ce sont différents types d'armes pour différentes compétitions d'escrime. D'ailleurs, j'ai regardé un peu la compétition d'escrime au JO, et j'ai regardé le sabre, j'ai rien compris. Ça va trop vite. Autant l'épée, le fleuret, on voit un petit peu, mais au sabre, je sais pas si vous avez regardé, mais les touches, le fait de toucher l'adversaire, c'est trop rapide, on voit rien, on comprend rien. Donc si on n'est pas initié à cela, si on ne connaît pas bien cette discipline, franchement, c'est pas très intéressant à regarder. On revient donc à l'expression mettre un coup d'épée dans l'eau. Donc ici, le coup d'épée, le coup d'épée, oui, ça s'appelle comme ça, on va le mettre dans l'eau. Dans, on peut le remplacer par à travers ou à l'intérieur de. Et de l'eau, vous savez ce que c'est ce qu'on boit quand on a soif. Et bien là, vous imaginez une grande étendue d'eau. Et vous allez mettre des coups d'épée dedans. Évidemment, c'est une image. Il y a beaucoup d'expressions en France qu'il ne faut pas prendre mot pour mot. Il faut prendre le sens imagé. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Mettre un coup d'épée dans l'eau, ça veut dire faire quelque chose qui ne produit aucun effet. Faire quelque chose qui ne sert à rien. Faire une action pour rien. On comprend que l'épée et un coup, ce sont deux choses violentes. Ce sont deux choses qui symbolisent la force et la puissance. Et donner un coup, c'est pareil. Un coup d'épée, c'est quelque chose de fort. Et dans l'eau, eh bien ça ne coupe rien, ça ne sert à rien, ça ne produit aucun effet. L'eau, elle est à côté de vous, il y a un lac, vous mettez un coup d'épée à l'intérieur, eh bien l'eau, elle s'en fout, ça ne lui fait rien. Donc mettre un coup d'épée dans l'eau, ça veut dire faire quelque chose qui ne sert à rien. Vous avez fait quelque chose pour rien. Je vous donne deux exemples. Le premier, vous êtes au travail et votre patron, il y a une semaine, vous a demandé de produire un tableau Excel concernant un dossier, concernant un client. Vous vous êtes exécuté, pendant une semaine, vous avez travaillé sur ce tableau, et à la fin de la semaine, votre patron vous dit « Ah, finalement, on n'en aura pas besoin, le projet a été abandonné. » Vous pourrez répondre « Ok, donc tout ce travail, c'est un coup d'épée dans l'eau. » Vous voyez, le travail que vous avez fait ne va servir à rien. Pardon, oh là là, je m'étouffe. Pardon. Le travail que vous avez fait ne va servir à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Un autre exemple, j'ai enregistré hier un podcast concernant l'analyse de la chanson Je suis malade de Serge Lama. Je vous avais dit déjà que j'allais proposer sous forme de podcast l'analyse de certaines chansons françaises, de chansons connues. Eh bien, j'ai enregistré ce podcast hier. Ça m'a pris du temps. Je l'ai monté, ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Le podcast est prêt. Mais
je ne suis même pas sûr de pouvoir m'en servir à cause des droits d'auteur. Pour pouvoir diffuser de la musique, ce qui est normal d'ailleurs, il faut payer des droits. Je suis tout à fait pour ça, je n'ai aucun problème de payer ces droits, mais apparemment, Deezer et Spotify ont des systèmes qui font que un robot écoute les podcasts et va les mettre en pause ou va les supprimer en pensant que les personnes n'ont pas payé les droits. Donc peut-être que j'aurais fait ce podcast pour rien. Je ne sais pas encore, je vais essayer de régler ça avec les plateformes, on verra bien. En tout cas, vous avez compris, mettre un coup d'épée dans l'eau, ça veut dire produire un travail qui ne sert à rien, faire une action qui n'a aucun effet. En anglais, on dit doing something for nothing, or a wild goose chase. J'espère que vous avez compris. If you have any questions, you can send me a message. As always, I will be very glad to read your messages. 日本語のことはいつでもメッセージ送ってください。いつも僕は日本語を読むか聞くとき嬉しいです。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego. またね